Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. Léon Marseille est en train d'aller chercher l'or et le record du monde. C'est la meilleure performance de tous les temps. Léon Marchand, impérial au pays du soleil levant. Léon Marchand explose le record du monde. Oh, bien joué. Allez, allez Damien, le doublé. C'est hallucinant ce que nous vivons aujourd'hui à Twickenham. La barre des 50 points, c'est un triomphe. Vive les Bleus, vive la France. Le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus. Bonsoir à tous auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien Fédé, on se retrouve pour une nouvelle émission du Campus Sport Club, comme encore une fois superbement annoncé par Ayam avec sa 199e, 199 c'est énorme là, je suis en train de dire que la 199e du Campus Sport Club c'est pas pour tout de suite, et puis surtout la semaine prochaine vous pourrez... et vous aurez hâte de le retrouver pour beaucoup plus d'une heure d'émission avec une 200e. Et là, dans ce cas-là, je me suis sympathiquement retiré pour cette 200e de cette superbe émission. Mais il est temps de parler maintenant sport ce soir sur Radio Campus Lille pour un nouveau Campus Sport Club, mais un Campus Sport Club où je serai tout seul pour une fois. C'est voilà, c'est un peu regrettable, mais c'est pas grave. Il faut quand même faire vivre l'émission. Tous mes chroniqueurs et chroniqueuses n'ont pas pu se libérer ce soir. Et donc, eh bien, on va pouvoir revenir, moi et vous, ce soir, sur tous les résultats sportifs de la semaine écoulée, avec résultats news, immanquables bien sûr, et puis des petites musiques quand même pour vous laisser tranquille à certains moments. Voilà, je pense que j'ai fait mon monologue bien ennuyant du début. Il est temps d'attaquer cette émission avec, comme d'habitude, les résultats. Les scores, les performances, les héros et héroïnes du week-end, tous réunis dans les résultats du CSC. Et des résultats qui vont démarrer bien sûr avec du football. Eh oui, puisqu'on adore ça, le football, il y en a partout, et il y en avait notamment ce soir sur Canal+, avec la demi-finale retour du Paris Saint-Germain qui était face au Borussia Dortmund, à nos voisins allemands de la Ruhr. Les Parisiens qui avaient perdu mercredi dernier 1-0 au Signal Iduna Park avec un but de Niklas Füllkrug côté allemand. Ils se devaient de remonter ce but de retard ce soir et ça n'a pas été fait. Pire encore, puisque le Paris Saint-Germain s'est incliné 1-0 à domicile au Parc des Princes avec un but juste après le retour des vestiaires à la 50e signé Mats Hummels, le défenseur donc allemand. Paris Saint-Germain donc éliminé au cumul et qui ne verra pas la finale de la Ligue des Champions qui aura lieu cette année à Wembley, à l'inverse du Borussia Dortmund qui la retrouve 11 ans après. 11 ans, c'était donc en 2013 et c'était à l'époque face à l'adversaire de toujours, en tout cas de ces 20 dernières années, le Bayern Munich qui jouera demain, mais ça c'est une autre histoire, j'en parlerai un peu plus tard dans l'émission avec, comme d'habitude, les immanquables. On reste sur du football avec pas plus tard qu'hier de la Ligue 1. Et oui, vous l'entendez bien, de la Ligue 1, il y en a eu lundi. Ceux qui étaient pas loin d'ici ont dû y assister. C'était à Pierre-Mauroy. C'était pour simplement le match entre Lille et Lyon. Un week-end de championnat, donc c'est conclu un lundi. Pourquoi? Petit rappel des faits. Ce dimanche, nous étions le dimanche 5 mai et c'était l'anniversaire de la commémoration des incidents de Furiani à Bastia. Rappelez-vous, cette tribune qui s'était effondrée, qui avait fait plusieurs dizaines de morts et des milliers de blessés. Et depuis, un décret avait été voté par le gouvernement pour que aucun match de ligue professionnelle de football ne soit joué un dimanche 5 mai, ou même un 5 mai tout court en fait. En tout cas, cette année, c'est tombé sur un dimanche, donc pas de match pour ce jour-là, donc un match décalé en lundi soir pour clôturer cette 32e journée, c'était Lille-Lyon.
les Lions avec un match tout à fait fou, une défaite 3-4, 4-3 plutôt pour les Dogs à domicile, qui sont face à des Lyonnais qui font une folle remontée au classement. Pour vous refaire un peu le match, en première mi-temps, Lille était dans une position presque parfaite avec une ouverture du score de Bafodé Diakité sur corner à la 18e minute, suivi d'un but d'Edon Zegrova quelques temps avant la pause pour creuser l'écart, 2-0 à ce moment-là pour le LOSC. Puis l'Olympique Lyonnais est revenu à hauteur des Lillois en seconde période avec un premier but de Saïd Benrahma d'abord à la 65e et un du rentrant Malik Fofana à la 82e. 2 partout à ce moment-là, mais quelques minutes plus tard seulement, c'est Bafodé Diakité, encore lui de la tête, qui remet les Lillois devant à la 85e, 3-2. Mais dans la foulée, c'est Lyon, dans son temps fort, qui a renversé la situation en 3 minutes seulement. Égalisation d'Alexandre Lacazette, l'attaquant français à la 88e minute, suivi par le but de la victoire et la victoire donc d'un autre rentrant, Mama Baldé, dans le temps additionnel. Lille qui finalement sur cette journée de Ligue 1 a 7 matchs, puisque les rencontres du Paris Saint-Germain et de Marseille qui sont européens cette semaine avaient été gentiment décalés par la Ligue. Sur les 7 matchs du week-end, Lille est la seule équipe du top 10 à avoir perdu. Samedi, c'est Monaco qui s'était imposé 4-1 contre Clermont, Rennes qui s'était imposé 3-2 à Metz, ou encore Brest qui avait été tenu en échec par Nantes 0-0 à domicile. Et vendredi, Montpellier avait pris les 3 points à Toulouse 2-1. Lens, dans la foulée, le soir à 21h, avait battu logiquement Lorient au stade Bollard de l'Hélice 2-0, but signé Eli Wahi et David Pereira d'Acosta, tous deux en seconde période. Au classement de cette Ligue 1, Monaco, dauphin du PSG, donc prend 4 points d'avance sur Brest et 6 sur Lille, s'assurant presque définitivement une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Lens reste 6e devant Lyon et Rennes qui comptent 2 et 4 points de retard sur les 100 et or et 5 sur Marseille qui jouera son match reporté le 15 mai prochain à Reims, tout comme le Paris Saint-Germain à cette même occasion. Et en bas du classement, Metz, Lorient et Clermont ont tous trois été battus ce week-end et se tiennent toujours en 4 points dans cette zone rouge, alors que juste devant, c'est Le Havre qui a battu Strasbourg ce week-end et qui prend 3 points d'avance sur les Messins, devant donc ces places relégables. Allez, fini pour la page football, on va passer aux 2 roues avec aujourd'hui et depuis samedi le Tour d'Italie 2024 qui a bien débuté avec les premières étapes, donc à partir depuis samedi dernier, avec un nom déjà qui crève l'écran de l'autre côté des Alpes, c'est l'inévitable Tadej Pogačar qui n'a pas attendu bien longtemps avant de s'emparer de la tête du classement général. Alors d'abord revenons sur cet après-midi, l'étape du jour remportée par Jonathan Milan, l'Italien, qui a battu au sprint ses adversaires. C'est une première pour un Italien, en tout cas sur ce Giro. Première étape remportée par les locaux, mais pas de quoi déloger le Slovène au classement général. Tadej Pogačar, lui, 3e de la première étape gagnée au sprint par l'Équatorien Jonathan Narvaez, a pris sa revanche le lendemain, c'était dimanche, en déposant la concurrence à 2 km de la ligne et en creusant déjà une belle avance de plusieurs dizaines de secondes. Et puis enfin, hier, c'était un retour au sprint pour un succès belge signé Tim Merlier devant ce même Jonathan Milan qui l'a emporté aujourd'hui. Donc, au général, pour l'instant, Tadej Pogačar compte 46 secondes d'avance sur le leader d'Ineos Grenadier Geraint Thomas et 47 secondes sur le Colombien de la Bora Hansgrohe Daniel Martinez. Voilà. Pardon. La bataille, on a parlé de Pogačar, on va pouvoir changer encore une fois de sport avec un petit détour par les parquets de basket. Je ne sais pas s'il y a des gros suiveurs de la NBA outre-Atlantique et des couches tard, en l'occurrence, avec les playoffs qui sont poursuivent en ce moment sur les canaux beIN Sport à des heures bien trop tardives pour moi. Et on fait un petit tour là-bas avec déjà un vainqueur, vainqueur du premier match des quarts de finale. Minnesota a encore fait mordre la poussière au champion titre Denver la nuit dernière, 106-80 pour l'équipe de Rudy Gobert qui était absent pour des raisons paternité. A priori, Rudy Gobert, papa. Et une seconde même victoire après celle de ce week-end dernier, samedi, c'était une victoire 106-99 pour les Minnesota Timberwolves, donc. Dans les autres matchs, poussés au match 6 au tour d'avant, les New York Knicks et les Indiana Pacers ont eux aussi joué leur premier match de leur quart cette nuit. Avantage pour l'instant côté new-yorkais, avec une victoire 121-117 au Madison Square Garden. On vous rappelle que les playoffs NBA, c'est au meilleur des 7 matchs. Donc la première des 2 franchises à 4 victoires passe au tour suivant. Pour l'instant, c'est New York qui mène 1-0.
Et la suite du programme, les autres matchs de ces playoffs seront à retrouver en fin d'émission, peu avant minuit pour les immanquables. On reste dans le basket par contre et on revient en France, on revient même ici dans le Nord, juste à côté avec le Palacium, puisque à quelques mètres d'ici, les Villeneuvoises de l'ESBVA ont empoché leur ticket pour la finale du championnat de France. La formation de Rachid Méziane, déjà finaliste cette saison en Euroleague, a dévoré l'AT Montpellier en demi-finale de Ligue féminine. Après l'avoir remporté de 31 points dans le Sud jeudi dernier, les guerrières ont encore fait plus fort avec une seconde victoire, cette fois de 36 points, 103-67 au Palacium dimanche après-midi. Juste avant elle, à Mont-de-Marsan, Basketland s'imposait contre Tarbes 65-54 et a su rattraper donc là son retard de 5 points après la défaite 67-62 sur le parquet tarbais. Donc nous connaissons bien évidemment l'affiche de ce championnat de France 2023-2024 féminin et ça sera encore à retrouver, j'en parlerai bien sûr dans les immanquables en fin d'émission. Changement de sport avec cette fois du tennis. On passe à la petite balle jaune et au tennis avec les tournois de Madrid qui se sont terminés ce week-end. Samedi, pas d'immense surprise avec la victoire de la numéro 1 mondiale Iga Świątek sur le tournoi de Madrid. Triplement, elle, sacrée à Roland-Garros. Elle a battu la numéro 2 mondiale Aryna Sabalenka, tenante du titre à Madrid. Au bout d'un combat titanesque de 3h11 et 3-7, gagné 7-5, 4-6, 7-6. Et le lendemain, chez les hommes, c'était une finale un peu plus surprenante entre le Russe Andrei Rublev et le Canadien Félix Auger-Aliassime. Un Canadien très chanceux sur son parcours avec un forfait et 2 abandons entre les 16e de finale et les quarts de finale pour lui. Malgré la fatigue évitée, le Canadien s'est incliné contre Rublev en 3-7, 4-6, 7-5, 7-5 et un peu moins de 3 heures de jeu. Donc, petit bilan des courses, c'est le 20e titre de la carrière de Iga Świątek et son 3e Masters 1000 de l'année pour son 9e total en carrière. Du côté du Russe, c'est son 2e Masters 1000 après celui de Monaco l'an passé qui était déjà sur terre battue. Et on va pouvoir finir avec des sports mécaniques pour ces résultats un peu express, avec un nouveau crochet du côté des États-Unis. Ça s'est passé à Miami ce week-end. C'était le 6e Grand Prix de la saison en Formule 1 et la première, surtout, victoire en carrière pour le Britannique de 24 ans, Lando Norris. Le pilote McLaren a profité des erreurs de Max Verstappen puis de la safety car pour empocher son premier succès après un terrible record jusqu'à présent qui était de 109 courses prises et 15 podiums sans la moindre victoire. Ce record est donc désormais pour cette 110e course abandonné et laissé plutôt à Nick Heidfeld qui compte 13 podiums sans la moindre victoire en Formule 1. Charles Leclerc pour Ferrari complète le podium avec une 3e place. Derrière donc Max Verstappen, le Monégasque glane 22 points sur le week-end floridien après sa 2e place au sprint qui s'était disputé samedi. Je vous rappelle aussi en Formule 1, il y a plusieurs week-ends de Grand Prix dans la saison où avant la veille, samedi, se dispute une course sprint qui donne des points aux 8 premiers et qui se passe sur une moitié de Grand Prix finalement en termes de distance et en nombre de tours. Et donc c'est à ce jeu-là, Charles Leclerc est fini 3e derrière Max Verstappen, vainqueur du sprint, et Sergio Pérez, l'équipier de Max Verstappen chez Red Bull. Au classement pilote, Verstappen garde la tête avec plus de 30 points d'avance sur Pérez, qui est toujours son dauphin. Lando Norris fait un bond, lui, à la 4e place et s'intercale entre les 2 pilotes Ferrari, Charles Leclerc et Carlos Sainz. À noter enfin qu'avec sa 10e place à Miami, ne l'oublions pas, le Français Esteban Ocon marque le premier et unique point pour le moment de son écurie Alpine qui passe devant Williams et Sauber à la 8e place du classement des écuries, toujours devancé, toujours en tout cas avec à sa tête Red Bull, suivi des Ferrari. Les 2 dernières écuries qui sont sans aucun point, donc sont donc Williams et Sauber, et on l'espère peut-être qu'elles arriveront à briser ce petit maléfice, en tout cas début saison, et des gros problèmes de résultats du côté de ces 2 écuries. Voilà, j'en ai fini avec ces résultats pour vous en solo. Je vous laisse avec 2 petites musiques pour profiter quand même de la soirée. De musique avec une première, je suis allé piocher tout simplement dans les musiques du moment et on va pouvoir démarrer avec David Guetta, un son qu'il a fait en coopération avec One Republic, I Don't Wanna Wait. Je vous laisse avec ça et suivra Dua Lipa avec Training Session. À tout à l'heure, à tout de suite sur Radio Campus Lille.
De retour sur Radio Campus Lille 106,6 FM pour la suite du Campus Sport Club, cette 28e émission de cette saison 3 qui se poursuit avec toujours avec vous Adrien Fedeli, ici présent et un peu tout seul ce soir pour continuer. Donc, on a abordé les résultats en ce début d'émission. On va pouvoir passer à l'étape suivante comme d'habitude avec les news dans un instant. Entre les infos que vous auriez lues et celles que vous auriez manquées, les voici toutes réunies dans les news du CSC. Et on va pouvoir faire un tour donc de l'actualité chaude du moment et notamment beaucoup d'actualités tombées ce jour avec une info qui concerne, on en parlait juste avant avec le Giro, on parlait de son leader, celui qui porte le maillot rose en Italie, c'est Tadej Pogačar. Hier, le Slovène a porté un cuissard violet avec son maillot rose qui était lui avait été acquis la veille, dimanche. Selon plusieurs médias, le coureur UAE Emirates n'a pas respecté la tenue conforme qui est de porter le bas noir de son équipe comme il l'a fait aujourd'hui sur les routes italiennes. Poggi aurait pu être sanctionné d'une disqualification de la part de l'UCI, l'instance internationale du cyclisme, décidément, selon ces mêmes sources, mais cette dernière nie toute possibilité de sanctionner pour ce motif. Il n'y a aucun problème avec cette histoire de maillot, aucun règlement n'a été enfreint, il n'a jamais été question de disqualifier Pogačar. Le président du jury de l'UCI n'a jamais menacé Pogačar, c'est un non-événement, a déclaré en tout cas le responsable de l'UCI. Fin du suspense donc de ces différentes sources qui parlaient d'une disqualification en tout cas pour cet incident. On va pouvoir parler aussi un peu Jeux Olympiques avec la flamme qui arrive en France, allumée le 16 avril dernier à Olympie et partie de Grèce le 27 avril du port du Pirée, pas loin d'Athènes. Pour 12 jours de traversée, la flamme olympique arrivera demain au port de Marseille pour toucher terre sur le sol français pour la première fois donc cette année, à bord du Belém, célèbre trois-mâts construit en 1896 à l'époque des premiers Jeux Olympiques modernes relancés par Pierre de Coubertin. La flamme sera remise au champion olympique français Florent Manodou, qui sera donc le premier relayeur sur le territoire français et métropolitain, après que son aîné, Laure Manodou, ait été la première relayeuse française à porter la flamme en Grèce, rappelez-vous. C'est aussi un clin d'œil à son titre olympique gagné 20 ans plus tôt à Athènes, en Grèce. On va pouvoir passer un petit peu de football, un peu d'infos mercato. On n'est pas encore dans la fenêtre traditionnelle du mercato, mais forcément on est en mai, ça arrive bientôt, donc ça s'agite un petit peu. Et une info assez intéressante qui est tombée aujourd'hui, puisque l'Olympique de Marseille s'intéresserait à Messi. Alors, du côté de la Canebière, on ne s'intéresse pas à Lionel Messi, mais bien à Ryan Messi, 16 ans et joueur de Dijon. Le jeune offensif qui compte 4 apparitions en national avec les Dijonnais et un but marqué avec les pros est suivi par plusieurs gros clubs tricolores dont le LOSC, révélé au journal notamment L'Équipe. Dijon demanderait à minima 4 millions d'euros pour son jeune joueur, ce que les clubs intéressés ne sont pas disposés à mettre pour le moment. On peut le comprendre avec seulement 4 petits matchs professionnels à son actif. Les clubs allemands aussi, notamment en Bundesliga, la première division allemande, suivent aussi l'international U17 tricolore, à voir un peu ce que va devenir ce joueur qui n'a que 16 ans, je le rappelle, et qui a marqué il y a quelques jours seulement son premier but professionnel. On parle encore une autre info transfert. Celle-là, par contre, elle est officielle. En fin de contrat à Chelsea, où il évolue depuis 2020 et son départ du Paris Saint-Germain, le Brésilien Thiago Silva, 39 ans, est annoncé de retour au Brésil à compter de cet été, et pas n'importe où, puisque c'est Fluminense, par où est passé le défenseur central de 2006 à 2008, qui a annoncé officiellement cet après-midi le retour donc de son ancien joueur. À Chelsea, en 4 saisons, Thiago Silva aura remporté une Ligue des Champions en 2021, suivie d'une Super Coupe d'Europe la même année et une Coupe du Monde des clubs, mais n'aura donc gagné aucun titre national, malgré plusieurs finales en FA Cup et en Coupe de la Ligue anglaise, comme cette saison d'ailleurs. Et Chelsea qui n'aura pas réussi à glaner de titres anglais, en tout cas sur la période du Brésilien, le Brésilien qui avait annoncé déjà il y a quelques jours son départ à la fin de cet exercice 2023-2024 de Chelsea, lui qui avait signé d'abord 2 ans et qui avait ensuite renouvelé 1 an puis 1 an, voilà, qui était plus ou moins certain de partir. On passe à une nouvelle info, cette fois
basket avec une info qui fera plaisir aux suiveurs de l'NBA et d'un certain Victor Wembanyama. C'est officiel, pendant la nuit, en tout cas c'est tombé du côté des États-Unis. Victor Wembanyama a été élu rookie de l'année pour sa première saison NBA. Élu 3 fois rookie du mois cette saison, à chaque fois en 2024, le Français a été choisi à l'unanimité devant Chet Holmgren du Thunder d'Oklahoma City et Brandon Miller des Hornets de Charlotte comme du coup le meilleur débutant de cette saison 2023-2024 de NBA. L'intérieur des San Antonio Spurs est devenu le premier Français de l'histoire à recevoir cette récompense de meilleur débutant et le 6e de l'histoire élu à l'unanimité après Ralph Sampson, David Robinson, lui aussi ancien joueur des San Antonio Spurs, Blake Griffin, Damian Lillard ou encore Karl Anthony Towns, qui aujourd'hui joue donc avec Rudy Gobert, l'autre français, l'autre grand intérieur français du côté de Minnesota. En tout cas, Victor Wembanyama, de son côté, a seulement 20 ans, termine sa première saison avec de sacrées lignes statistiques, 21,4 points de moyenne avec un 32,5% à 3 points, 10,6 rebonds de moyenne, 3,9 passes, mais et surtout 3,6 contres de moyenne par match NBA, et faisant de lui, en tout cas sur cette année, le numéro 1 en moyenne et au total de contre en NBA dans cette catégorie. Voilà pour notre cher Victor Wembanyama. On va pouvoir revenir sur du vélo. Je parlais de Pogacar tout à l'heure en tout début de news. Un autre, lui, qui n'est pas du tout présent sur ce Giro, mais qui espère venir pour le prochain grand tour du calendrier, c'est Jonas Vingegaard, le Danois, qui, après sa très grave chute et son départ en ambulance sur le Tour du Pays Basque il y a un mois, est remonté sur un vélo. Lui qui avait vu sa clavicule gauche se briser et avait été opéré. Le coureur de Visma Lease the Bike a publié une vidéo où il dit sortir pour la première fois depuis sa chute. Je cite, « Ça fait vraiment du bien d'être enfin capable de rouler, comme si tout était normal à nouveau. J'ai vraiment hâte de passer aux étapes suivantes. Je ne suis pas encore à 100% physiquement, mais ça va de mieux en mieux. Bien sûr, j'espère être là pour le départ du Tour de France. Nous ne savons pas exactement où j'en serai au niveau de ma rééducation, mais je ferai tout ce que je pourrai pour y arriver en pleine forme. » Voilà, message passé en tout cas par le double tenant du titre sur la grande boucle qui prend rendez-vous pour le 29 juin prochain, départ de l'édition 2024 du Tour de France. Et on verra si le Danois sera en mesure de s'aligner sur l'événement pour essayer de gagner un troisième titre. On parle de Tour de France, dans la foulée suivront aussi les Jeux Olympiques. On va en parler encore un peu de ces Jeux Olympiques après la flamme. Les Jeux de Paris 2024, c'est pour bientôt et les quelques 3 millions d'acheteurs de la première phase le savent mieux que quiconque avec un mail reçu hier par ces derniers. Les billets seront mis à disposition à partir du 15 mai prochain, donc mercredi prochain, via une application mobile dédiée, comme l'avait annoncé Tony Estanguet, le patron des Jeux, lors d'une interview accordée au journal Le Parisien le 14 avril dernier. Dans le mail reçu hier, en tout cas par ces millions d'acheteurs, il est également annoncé la mise en place d'un site de revente à l'approche des Jeux, au cas où l'acheteur ne serait plus disponible ou intéressé pour aller aux divers événements. Voilà une première nouvelle étape qui vient de s'acter en direction de ces Jeux Olympiques qui, je le rappelle, auront lieu du 26 juillet prochain, cérémonie d'ouverture, au 11 août, cérémonie de clôture. Voilà, donc peut-être que si vous avez acheté des places, n'hésitez pas à guetter vos mails prochainement. D'autres infos qui étaient tombées aussi ce jour avec d'abord un peu de biathlon. La Fédération française de ski a communiqué hier après-midi, en tout cas, la liste des biathlètes sélectionnés en équipe de France pour la saison 2024-2025. Alors qu'ils étaient 15 l'an dernier, le groupe Coupe du Monde n'est composé que de 12 personnes cette année avec 5 hommes et 7 femmes. Les révélations féminines, Jeanne Richard et Océane Michelon qui a été la grande gagnante du classement général en IBU Cup, donc juste en dessous de la Coupe du Monde que l'on voit du côté des grands professionnels, intègrent elles toutes deux l'équipe féminine, alors que Chloé Chevalier, Caroline Colombo et Paula Beauté sont reléguées en équipe de France B. C'est aussi le cas pour Antonin Guigona et Emilien Claude qui quittent donc ce groupe Coupe du Monde A, alors que Fabien Claude, Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin, Oscar Lombardo et Éric Perrault composeront le groupe masculin pour la rentrée prochaine.
Et une dernière info, ça concerne toujours du cyclisme, mais du cyclisme local. La semaine prochaine, mardi, plus exactement, débuteront les 4 jours de Dunkerque, l'épreuve cycliste phare de la région Nord-Pas-de-Calais. Et le Français Arnaud Démare, ancien champion de France, a annoncé son retour après plusieurs semaines d'arrêt en raison d'un incident et une blessure. Avec la direction de l'équipe, nous avons décidé d'avancer mon retour à la compétition afin que je puisse reprendre le rythme de course. Je suis très content de revenir sur cette épreuve qui me rappelle d'agréables souvenirs, a ainsi écrit le sprinter sur son compte Instagram. Des bons souvenirs en effet, puisque Arnaud Démare, le coureur d'Arkea BNB Hotel, a remporté 2 fois la course nordiste, c'était en 2013 et en 2014. Il avait remporté pour cela 5 étapes et une 6e un peu plus tard en 2017. Donc voilà de quoi aussi en faire plaisir plus d'un. Ceux qui voudront voir Arnaud Démare, ce sera donc la semaine prochaine sur les 4 jours de Dunkerque qui débuteront mardi, qui se termineront dimanche. Voilà pour tout ça. Je vais pouvoir vous laisser à nouveau après toutes ces actualités avec de nouvelles musiques, toujours en rebondissant sur les grandes musiques du moment, avec cette fois un son français et un son américain. Le français, pour ceux qui auraient suivi The Voice, que dis-je, bien sûr, n'importe quoi, The Voice, la Star Academy. Vous allez pouvoir écouter dans un instant Pierre Garnier avec son hit Ce qu'on était. Et puis juste après, ça sera la Queen Bee, ça sera Beyoncé avec Texas Hold'em. Voilà, je vous laisse avec ceci sur Radio Campus 106,6 FM. Et juste après, la suite de ce Campus Sport Club. C'était à l'instant Beyoncé, Texas Hold'em sur Radio Campus Lille. Et juste avant ça, Pierre Garnier, Ce qu'on était. Voilà, de retour en direct sur Radio Campus Lille 106,6 FM avec la suite de ce Campus Sport Club que vous pourrez retrouver dès minuit 1, je le rappelle, sur campuslille.com. Peut-être déjà que vous écoutez d'ailleurs cette émission via le site de la radio. Donc ça sera dans la catégorie programme à partir de minuit 1 et puis bien plus tard donc sur YouTube, Spotify, Deezer. Voilà, on poursuit avec les d'autres actualités sportives. Je voulais en profiter aussi de ce moment, comme je suis solo, je peux décider de parler de ce qui me plaît tout simplement. Et je vais revenir sur un événement de sport qui a déjà un sport qui a déjà en tout cas été évoqué dans cette émission et notamment à la fin de la saison dernière avec mon ami Quentin. On parlait un peu de catch avec un événement qui a fait beaucoup de bruit à Lyon ce week-end, la compagnie américaine de la WWE qui était dans la capitale de la Gaule de lyonnaise donc et qui a fait 2 shows assez exceptionnels auxquels j'ai pu assister. Et voilà, petit clin d'œil à ça et le catch qui devrait être prochainement un sujet d'ailleurs dans le Campus Sport Club. Et j'espère bien sûr en tout cas revenir un peu plus en longueur là-dessus. Voilà, petit point aussi, profiter de ce moment pour parler d'une nouvelle, en tout cas dans le cadre d'une nouvelle chronique, d'un petit truc un peu décalé avec ce qui est arrivé un 7 mai, un éphéméride des quelques événements sportifs ici et là que j'ai pu glaner, qui sont arrivés un 7 mai dans l'histoire du sport et notamment des faits qui relatent des sportifs nordistes ou des équipes nordistes. Voilà, donc c'est le moment éphéméride de ce soir. C'est arrivé un 7 mai 1933. C'était un soir de Coupe de France, de la 16e édition de la Coupe de France de football qui se conclut au stade Yves Dumanoir à Colombes à l'époque et voit s'opposer en finale 2 clubs de la même ville de province pour la première et unique fois de l'histoire de la compétition. Il y a bien eu dans l'histoire 2 clubs parisiens, mais en tout cas jamais 2 clubs de la même ville de province, si ce n'est en 1933. Et il s'agissait de l'Excelsior Athletic Club de Roubaix et qui avait battu à l'époque le Racing Club de Roubaix 3-1. Les 2 clubs qui s'étaient donc affrontés à cette époque-là. Le Racing Club de Roubaix qui était déjà finaliste 1 an plus tôt, qui avait là encore été battu en finale par l'AS Cannes. Les 2 clubs fusionneront en tout cas avec ceux de Tourcoing dès la fin de la Seconde Guerre mondiale pour donner vie au club olympique Roubaix-Tourcoing, mettant fin à cette histoire-là. Mais en tout cas, petit clin d'œil du coup au Nord qui s'est passé il y a un peu plus de 90 ans maintenant, 91 ans exactement. Toujours en tout cas avec un autre fait de sport qui est arrivé un 7 mai.
C'était cette fois en 2000, encore pour une finale de Coupe de France et encore avec un club nordiste. C'était donc en 2000, on remonte à mon année de naissance avec la fin de la folle épopée du Calais Racing Union Football Club qui avait été défait en finale de Coupe de France. Cette fois, c'était au Stade de France par Nantes, 2 buts à 1. Les Calaisiens, alors en CFA, qui est aujourd'hui l'équivalent du National 2, élimineront plutôt à l'époque le LOSC en 32e de finale au tir au but, l'AS Cannes en 8e de finale au tir au but, ou encore Strasbourg en quart de finale et les Girondins de Bordeaux en demi, tous donc clubs professionnels pour rallier le Stade de France. Les Nantais remportèrent ce soir-là la 3e Coupe nationale de leur histoire avant de regagner la saison suivante la Division 1, qui n'était pas encore la Ligue 1. C'était en 2001, c'était toujours avec Reynald Denouex aux commandes sur le banc nantais. On avance un petit peu dans le temps, toujours arrivé un 7 mai dans l'histoire du sport avec 2 faits qui sont arrivés le même jour. On va remonter à l'année 2006, 2 moments plus ou moins marquants, ça dépend aussi si ça vous touche un peu plus selon les disciplines. D'abord, un événement en Formule 1 avec le premier départ sur un grand prix pour le pilote français Franck Montagny, devenu depuis grand consultant chez Canal+. Le premier, en tout cas, de ces 7 grands prix au total dans sa carrière, tous avec l'écurie japonaise Super Aguri F1, je pense bien le prononcer. Ce 7 mai donc 2006, c'est sur le Grand Prix d'Europe, qui n'existe plus, mais qui se disputait alors sur le circuit du Nürburgring en Allemagne, que le tricolore roule à bord d'une monoplace pour la première fois de sa carrière. Malheureusement pour lui, il sera contraint à l'abandon au 29e tour de course pour une panne hydraulique, tandis que Michael Schumacher, l'Allemand chez lui en quelque sorte, remportera la course devant Fernando Alonso, Felipe Massa ou encore Kimi Raikkonen qui finira 4e. Voilà, du beau monde donc à cette époque-là, dont un Franck Montagny qui a pu rouler aux côtés de ces grands champions. Et puis ce même jour, donc deuxième fait qui concerne ce 7 mai 2006, c'était en Angleterre, cette fois à Londres, et du côté d'Arsenal Football là, qui jouait son dernier match dans son mythique stade d'Highbury, construit en 1913. Les Gunners l'emportent ce soir-là contre Wigan sur le score de 4-2, avec un triplé de notre Frenchie Thierry Henry qui embrassera la pelouse suite à son 3e but dans ce match. Un dernier match avant que l'équipe d'Arsène Wenger ne migre dans sa toute nouvelle enceinte construite les mois précédents, qui est l'Emirates Stadium, qui est le stade actuel d'Arsenal, qui court encore cette année après un titre de Première Ligue qu'ils n'ont plus gagné depuis 20 ans et qui sont encore pas loin, mais Manchester City a toujours les cartes en main, peut-être pour ceux qui suivent le championnat anglais de football. Puis je voulais finir cette éphéméride qui concerne le 7 mai dans l'histoire du sport avec 2 naissances, et là encore 2 naissances qui se rapportent à des personnalités sportives qui sont dans le Nord-Pas-de-Calais. On finit donc avec ces 2 naissances-là. Le premier, c'est quelqu'un qui est né en 1989 et qui n'est d'autre que Michael Stockton, le basketteur américain qui est actuellement joueur du BCM Gravelines Dunkerque en Betclic Elite. Le meneur de 34 ans est aussi connu pour être le fils de John Stockton, grand joueur NBA, qui aura passé toute sa carrière chez les Utah Jazz entre 1984 et 2003 et établit le record, toujours en cours, du plus grand nombre de passes et d'interceptions dans l'histoire de la Ligue nord-américaine. On parle du record de LeBron James, du plus grand nombre de points avec le palier des 40 000 dépassés cette saison. En tout cas, un record qui n'est pas encore battu, c'est celui de John Stockton pour ce qui est des passes ou des interceptions, qui tient toujours. Et l'autre naissance qui concerne un nordiste qui est intervenu un 7 mai, c'était le 7 mai 1995. Il fête aujourd'hui ses 29 ans. Il s'agit de l'ancien Lensois, de l'ancien sang et or, Seko Fofana, le milieu de terrain du RC Lens de 2020 à 2023, évoluant désormais dans le championnat d'Arabie Saoudite. Il garde toujours une attache particulière au club artésien puisque, je vous le rappelle peut-être, il est actionnaire minoritaire au RCL. C'était dans en tout cas quelque chose d'acté au moment de son départ du club lensois. Voilà pour le petit éphéméride. Je vous propose aussi une dernière petite musique pour marquer le coup avant les immanquables, la fin d'émission et le bonne nuit à tous. Autre chanson du moment qui en tout cas qui est dans les tops des titres du moment,
C'est une chanson de Joseph Kamel en featuring avec Julien Doré. Ça s'intitule Beau. C'est tout de suite sur Radio Campus Lille pour marquer l'avant rush final de ce Campus Sport Club. Et je reviens juste après avec les immanquables, avec les rendez-vous à ne pas manquer de la semaine. À tout de suite. Voilà, c'était Beau, une chanson de Joseph Kamel en featuring avec Julien Doré à l'instant sur Radio Campus Lille. On va pouvoir attaquer et terminer, conclure en beauté cette émission du Campus Sport Club avec les inévitables, les immanquables, les rendez-vous de la semaine. Voilà, il reste 10 minutes et ça va pouvoir démarrer juste après ce jingle. Sortez de quoi noter. Pour ne rien manquer de la semaine sportive à venir, les immanquables, c'est maintenant. Des immanquables qui vont démarrer évidemment avec du football et des Coupes d'Europe, puisque ce soir, je vous le disais, pour attaquer cette émission, le Paris Saint-Germain qui a été battu à domicile par le Borussia Dortmund, c'était la première demi-finale retour. Il y en a donc une autre demain pour savoir qui rejoindra Dortmund en finale de la Ligue des Champions. Et cette demi-finale opposera le Real Madrid au Bayern Munich. Demain à 21h à suivre sur Canal+. Il y avait eu 2 partout à l'Allianz Arena à l'aller en Allemagne. Qui donc du Real Madrid ou du Bayern Munich rejoindra Borussia Dortmund? Peut-être, en tout cas si c'était les Munichois. Petit clin d'œil assez sympa puisque la dernière finale du Borussia Dortmund était déjà contre le Bayern Munich. C'était en 2013 et c'était déjà à Wembley. Ce serait une sacrée copie de l'histoire. Toujours en Coupe d'Europe de football, ça sera cette fois jeudi avec la Ligue Europa, l'autre club français en lice avec l'Olympique de Marseille qui joue à l'Atalanta Bergame en Italie. Ça se passera jeudi à 21h sur Canal+ et M6. Il y avait eu 1 partout au match aller. Si Marseille veut rejoindre la finale de la Ligue Europa comme en 2018, la dernière qui s'était passée à Lyon contre l'Atlético Madrid. Pour ceux qui s'en rappellent, les Marseillais devront forcément l'emporter ou bien, en tout cas, aller jusqu'au tir au but et gagner la séance. Et dans l'autre demi-finale, en tout cas, le Bayer Leverkusen qui reçoit Rome, c'est toujours jeudi et à 21h à la même heure, ça se passera par contre sur RMC Sport, a gagné le match aller en Italie 2-0 et donc par extrêmement favori de cette demi-finale retour. Et dans l'autre Coupe d'Europe, la petite dernière, la 3e, la Ligue Europa Conférence où Lille a été éliminée, je vous le rappelle. Bruges-Fiorentina, c'est la première demi-finale qui aura lieu demain à 18h45 sur RMC Sport. La Fiorentina qui a gagné d'un but, 3-2 chez elle à l'aller. Et l'autre rencontre, Olympiakos-Aston Villa. L'Aston Villa, les bourreaux des Lillois. Ça se passera jeudi à 21h sur RMC Sport. L'Olympiakos qui a gagné 4-2 en Angleterre il y a une semaine. Pour continuer sur le football, d'abord de la Ligue 1 avec la 33e journée qui aura lieu ce week-end, avec vendredi 2 matchs en simultané à 21h sur Prime Video avec Brest-Reims et Nice-Le Havre. Et si vous attendez à une journée normale, sachez que samedi, pas de match et que les 7 autres affiches de cette 33e journée seront toutes à 21h le dimanche soir en simultané, avec des diffusions pour tous les matchs sur Prime Video, mais j'ai retenu notamment 3 matchs assez intéressants en termes aussi d'enjeux. Il y aura Rennes-Lens à suivre sur Prime Video et Canal+ Foot, donc dimanche à 21h. Marseille-Lorient à suivre exclusivement sur Prime Video aussi à 21h et Strasbourg-Metz à 21h sur Prime Video, le derby du Grand Est entre des Messins qui sont 16e et qui sont encore barragistes techniquement par rapport à la relégation, et Strasbourg qui est presque assuré mais qui est encore mathématiquement incertain. Et on finit avec la page football, avec du football féminin quand même, puisque demain aura lieu la 22e et ultime journée de championnat qui laissera place ensuite ce week-end au Final Four de D1 Arkema. Les filles, oui, qui ont une formule un peu particulière puisque les 4 premières équipes du championnat se croiseront d'abord en demi-finale ce week-end, puis les vainqueurs des demi-finales s'affronteront pour le titre de championne de France de D1 Arkema. Les 4 premières équipes, donc, on en connaît 3 officiellement déjà, puisque samedi est déjà annoncé la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC, alors que le lendemain, ce sera la rencontre de l'OL, premier du championnat, qui affrontera le 4e donc du classement à l'issue de cette 22e journée, une 4e place qui se disputera entre Fleury, 4e avec 33 points, et Reims, 5e à 32 points, un petit point d'arrière de retard. Et donc demain, il y aura à suivre à 16h30 dans ce multiplex Fleury-Montpellier et Reims-PSG, pour savoir quelle équipe ira défier l'Olympique Lyonnais en demi-finale du championnat féminin de football.
Je vous en parlais forcément dans les résultats. Il y a une suite à tout ça. On va rebondir sur le basket avec d'abord de la NBA. Cette nuit, il aura lieu à 1h du matin, donc dans 1 heure tout simplement. Le match en des quarts de finale entre les Celtics de Boston et les Cavaliers de Cleveland, et suivra le match 1 également entre le Oklahoma City Thunder et Dallas Mavericks. Ça sera à 3h30 sur les canaux beIN Sport. Dans la nuit de jeudi à vendredi, on retrouvera les matchs 2 de ces rencontres, toujours dans le même ordre, à Boston et à Oklahoma, et toujours la même heure, à 1h du matin pour Celtics Cavaliers, et à 3h30 du matin pour Thunder Mavericks. Dans la nuit de mercredi à jeudi, on retrouvera aussi le match 2 des Knicks et des Pacers. Je le rappelle, les New York Knicks mènent pour l'instant 1-0. Et puis dans l'autre grosse série qui, elle, est déjà à son match 3, entre Minnesota et Denver, le champion en titre, et ben Denver a été battu 2 fois pour ses 2 premiers matchs de cette série-là à domicile, et donc devra jouer les matchs 3 et 4 là-bas du côté de Minneapolis, et des Minnesota Timberwolves. Match 3 à suivre samedi à 3h30 du matin, et le match 4 qui aura lieu lundi à 2h du matin, toujours sur beIN Sport. Du basket, on revient cette fois sur du basket européen avec demain une affiche très importante pour les suiveurs du basket français, et le match 5 entre Monaco et Fenerbahçe en quart de finale d'Euroleague. Ça se passera en principauté. Monaco qui avait perdu l'un des 2 matchs de la série chez elle, et qui avait su faire l'exploit lors du dernier match en Turquie en battant Fenerbahçe, et donc s'assurer ce match 5 à la maison pour savoir qui ira en demi-finale. C'est un match à suivre à partir de 19h demain sur la plateforme Squeak. Et puis aussi un peu de basket féminin avec du local, là aussi, avec la finale du championnat de France de Ligue féminine qui se disputera donc entre le SBVA et Basketland, le premier contre le deuxième de saison régulière donc de LFB. Ça sera en 2 actes pour l'instant, en tout cas samedi à 20h45 à Mont-de-Marsan. C'est le SBVA qui se déplacera là-bas dans les Landes. Ça sera à suivre sur Sport en France, et vendredi, pas celui-ci mais celui de la semaine prochaine à 20h45 pour ceux qui veulent peut-être aller assister à la rencontre. Ça se passera au Palacium, et ça sera aussi à suivre sur Sport en France 20h45 vendredi, pas celui-ci donc de la semaine prochaine. Avec un peu de tennis, pas d'affiche particulière à vous annoncer, si ce n'est que en ce début de semaine, on reste encore dans le monde de la terre battue, puisque Roland Garros s'approche. Après les tournois de Monte-Carlo et de Madrid, c'est au tour du Masters 1000 de Rome de démarrer. Le tableau féminin sera à suivre toute la semaine sur les canaux beIN Sport, tandis que du côté des hommes et de l'ATP, ça sera à suivre du côté d'Eurosport. À noter que chez les hommes, on aura le retour de Novak Djokovic, tête de série numéro 1 du tournoi, qui n'aura pas besoin de passer lui de premier tour, à l'inverse de Rafael Nadal, qui s'est remis en jambes ces derniers temps, et notamment au tournoi de Madrid où il a pu passer 2 tours, qui sera opposé, lui en tout cas, pour son entrée en lice à Rome, au Belge Zizou Bergs. C'est un match qui sera programmé jeudi dans la journée. Un peu de top 14 aussi côté rugby, avec une 23e journée et quelques affiches encore là sélectionnées pour ceux qui voudraient suivre en tout cas cette fin palpitante de saison, avec un match Perpignan-Clermont pour commencer samedi à 15h à suivre sur Canal+ Sport. Un petit choc entre Toulon et Lyon samedi à 17h lors du multiplex qui sera à suivre sur Canal+. Et samedi soir, on finira avec Bordeaux-Bègles, La Rochelle. Ça sera à 21h05 et ça sera toujours sur Canal+. Et le lendemain, le seul match du dimanche, mais quelle affiche entre le premier et le deuxième du championnat, le Stade Français qui reçoit le Stade Toulousain dimanche. Donc 21h05 à suivre, là encore, sur Canal+. Et pour cette semaine aussi, pas du tout de rugby cette fois, mais du cyclisme avec la suite du Tour d'Italie. 2 nouvelles étapes toute la semaine jusqu'à la première journée de repos lundi prochain. On aura des étapes vallonnées demain et jeudi en Italie, un contre-la-montre de 40,6 km vendredi, une étape de haute montagne le lendemain de 152 km, ça va piquer du côté des Alpes et du Piémont, et puis un retour au plat le dimanche pour terminer certainement la semaine sur un sprint avant ce petit repos comme je vous le disais. Et le Giro, le Tour d'Italie, c'est à suivre tous les jours sur Eurosport à compter du début d'après-midi. Et je finis ces immanquables tout en lançant la petite outro évidemment habituelle, le fond sonore. Ce week-end avec de la MotoGP, le Grand Prix du Mans ce week-end sur le circuit Bugatti. C'est à suivre là encore sur les canaux Canal+. Vous aurez vendredi, comme d'habitude, les premiers essais libres avec le lendemain matin essais libres et les qualifications.
puis la course sprint du côté de ce Grand Prix MotoGP l'après-midi à 15h, et dimanche on finira avec la course phare, le Grand Prix du Mans, 14h. Voilà, le rendez-vous est donné. Voilà, la fin de ce Campus Sport Club qui approche, plus que quelques secondes. Je tenais à remercier celles et ceux qui m'auraient écouté jusqu'au bout ou qui êtes même arrivés en cours d'émission. Le Campus Sport Club ne revient pas la semaine prochaine puisque ce sera la 200e de Chrysanthème avec l'ami Yann. Pour l'anniversaire, on lui laisse le créneau, mais moi, je vous laisse. En tout cas, ce soir avec les musiques de la nuit, je vous dis, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.